première vraie bataille de la résistance contre l'ennemi allemand ou simple combat exagéré pour des raisons de propagande militaire? Voilà le maquis des Glières plongé au centre d'une polémique avec la sortie de 2 ouvrages aux thèses radicalement opposées. Alors, fallait-il réécrire l'histoire du maquis des Glières 70 ans après? Reportage Jordan Guéant et Johan Etienne. Ce jour-là, il y avait 2 mètres de neige, un froid vif. Jean Caras s'en souvient encore. À 20 ans à peine, avec l'innocence, la fougue de la jeunesse, il marchait vers les Glières. Avec lui, les premiers maquisards du plateau. On raisonne très différemment quand on a 19 ou 20 ans. Pas de charge de famille, rien qui vous tient sur terre, hein, en dehors de la famille. C'est pour ça que vous êtes monté aussi? C'était plus facile? Non, de toute façon je serais monté. 31 janvier 1944, le début du maquis des Glières. Pour échapper au STO, le travail obligatoire en Allemagne, des jeunes de Haute-Savoie prennent le maquis. Ils sont 465, encadrés par l'armée secrète, renforcés par les FTP communistes, encensés par Radio Londres, 2 mois durant. Très tôt, il était clair que Glières, c'était quelque chose de très particulier. Armé par des parachutages anglais, le plateau des Glières est alors présenté comme le premier vrai combat en France occupée, la première bataille de la résistance. Des Français face aux Allemands, une lutte de 14 jours qui aurait fait des centaines de morts. L'histoire des Glières, nous l'avons faite dans une certaine mesure, mais à un moment donné, elle nous a un peu échappé. Toute la littérature d'après-guerre reprend ce qui a été énoncé sur les ondes de Radio Londres et c'est devenu en quelque sorte une vérité quasi officielle. Il n'y a pas de civilisation, il n'y a pas de groupe cohérent qui ne se fonde pas sur des mythes. Mais 70 ans après, alors que certains contestent l'épisode, que sait-on vraiment de l'histoire des Glières? En Haute-Savoie, des opérations de police de grande envergure sont entreprises contre ceux qui faisaient régner sur la région une véritable terreur. Les journalistes et les GMR montent vers la clairière où furent découverts les corps des inspecteurs mis à mort par les terroristes. Les terroristes pour Vichy, les maquisards pour Londres. Les scènes que nous voyons ont été tournées par les jeunes gens du maquis, en plein cœur du royaume de la Gestapo. Dès les premiers jours, les Glières se retrouvent presque malgré elles au centre d'une guerre de propagande. Maurice Schumann était le porte-parole de la France libre. Plus rude, l'Allemagne a ses camps de concentration, la France a ses camps de liberté. Presque chaque jour, les radios de Londres diffusaient « 3 pays résistent en Europe, la Grèce, la Yougoslavie, la Haute-Savoie. » La Haute-Savoie, c'était les Glières. Mais sur le plateau, dans les chalets lors des veillées, les maquisards ne savaient rien de l'enjeu qu'ils représentaient alors. Constant Pézan et Julien Helfgott l'ont découvert bien plus tard. On a découvert après coup, nous les combattants, les humbles combattants de la guerre, qu'on avait été confrontés à un événement exceptionnel. Voilà, c'est ça. Alors, bon, ça ne nous a pas particulièrement, disons, bouleversés, mais on a dit, la guerre, c'est comme ça, quand on en revient. Après, on en fait une épopée, quoi. Parce que c'est devenu une véritable épopée, c'est sûr. C'était la résistance française. La légende des Glières était en marche, alimentée par Jean Rosenthal, l'émissaire de la France libre. Son rôle est fortement discuté. Rosenthal veut faire de Glières un symbole, et donc quelque part il va dire à ses autorités hiérarchiques à Londres des choses qui ne sont pas exactes, parce qu'il veut, pour reprendre ses termes, sa bataille des Thermopyles. Et là c'est la puissance du mythe, on veut refaire le mythe, c'est-à-dire les 300 Spartiates qui se sont sacrifiés mais qui ont écrit une page héroïque de l'histoire de la Grèce. Et les venues à Thônes de Charles de Gaulle dès l'automne 44,
puis du président Vincent Auriol en 1947, ont implicitement validé cette vision héroïque. Monsieur Vincent Auriol, qui dans un geste de piété à l'égard de la résistance, a tenu à venir s'incliner devant les tombes du cimetière de Morette, où dorment les morts du combat des Glières. Plus encore en 1973, 29 ans après les faits, André Malraux inaugure le monument commémoratif. Là encore, le discours est homérique. Passant va dire à la cité de Sparte que ceux qui sont tombés ici sont morts selon sa loi. Passant va dire à la France que ceux qui sont tombés ici sont morts selon son cœur. Mais l'histoire des Glières est bien plus complexe. Nous sommes à Monthiévray, le lieu de la supposée bataille finale, celle du 26 mars 1944. Claude Barbier est historien, auteur d'un livre qui ravive la polémique. Pour lui, le combat, si souvent décrit, n'a jamais eu lieu. Il faut bien se mettre dans l'idée que c'est plutôt un accrochage, comme il y en a eu tant, entre des effectifs allemands et des maquisards. En l'occurrence, le 26 mars 1944, c'est une section allemande, on va dire de 30 à 50 hommes, qui montent de la vallée du Born. Dans les vallées, 12 000 Allemands sont certes prêts à donner l'assaut. Depuis plusieurs jours déjà, ils bombardent intensément le plateau. Les Allemands ont d'abord grenadé avec des bombes de 50 kilos. Mais ces bombes de 50 kilos, dans 2 mètres de neige, ça ne faisait pas grand-chose. Alors après, ils ont mitraillé tous les bâtiments. Et tous les jours, de 9h du matin à 19h le soir, des groupes de chasseurs venaient à 3, ils prenaient le plateau en enfilade et ils mitraillaient sur tout ce qui bougeait. Le dimanche 26, dans l'après-midi, une patrouille de reconnaissance allemande tombe sur les maquisards de Monthiévray et ouvre le feu. Bilan 2 morts et 1 blessé côté résistant. Pas de grande bataille, une histoire exagérée par les propagandes. Le 29 mars 1944, le ministre de l'Information, Philippe Henriot, est à Torrens. C'est de Torrens, Haute-Savoie, que je vous parle ce matin. De Torrens, un des quartiers généraux de la fameuse résistance. J'y suis arrivé tout à l'heure pour assister à la fin d'une légende. Car la fin de cette aventure tragique déguisée en épopée par les menteurs de Londres, c'est la capitulation à un rythme accéléré des bandes qui pendant des mois ont terrorisé le pays et en qui les naïfs et les canailles prétendaient incarner le patriotisme français. Et Jean Rosenthal, dit Cantinier, envoie à Maurice Schumann à Londres un télégramme pour dire « Ce qu'Henriot dit n'est qu'un mensonge, il a fallu 12 000 hommes pour déloger 500 Français, bilan des pertes 400 soldats allemands, 300 blessés pour 100 des nôtres. » Sur les ondes, l'escarmouche s'est donc transformée en combat. Mais pourquoi a-t-il fallu attendre si longtemps pour faire la lumière? La réponse se trouve aux archives de Haute-Savoie. Bonjour. Bonjour. Est-ce que je pourrais avoir, s'il vous plaît, le document 1915? Oui. Pendant 60 ans, certaines archives sont restées secrètes. Celle de Vichy notamment. Un ancien de Glières, un autre ancien de Glières qui a été fusillé. Comme toute archive, il faut savoir l'interpréter. Il y a un contexte particulier. Mais très souvent, les archives de Vichy sont éclairées par les archives de la Libération. Dans ces vieux interrogatoires de police, des documents jamais exploités, Claude Barbier a reconstitué le quotidien du maquis, son rôle et sa fin, bien différente de celle racontée par Londres. Le fait que les archives ne soient pas disponibles a facilité effectivement la propagation d'un discours héroïque. Et jusqu'à présent, le statut de l'archive a été dénié par ceux qui promeuvent le plus possible la mémoire. L'histoire des historiens correspond rarement à ce que les témoins ou une partie d'entre eux voudraient voir écrite.
Et c'est un peu normal, parce que le témoin ou l'acteur, il a par définition le souvenir de sa propre histoire. Et sa propre histoire, c'est une parcelle qui est noyée dans une mosaïque qui est beaucoup plus vaste, avec d'autres pièces, dont lui-même n'avait pas tous les tenants et les aboutissants. Une thèse qui met à mal le rôle du plateau dans la résistance. Le bénéfice est nul, et je dirais même que c'était contre-productif, cette affaire de Glières, au plan de la Haute-Savoie. Il n'y avait pas plus d'armes, malgré tous ces parachutages, parce que celles-ci ont été récupérées par les Allemands, un petit peu par la milice, et c'est qu'à la marge que des armes ont pu redescendre dans la vallée. C'est-à-dire que ça n'a servi à rien? Du point de vue militaire, strictement à rien. Pourtant, la vocation des Glières était bien militaire, avec notamment 2 gros parachutages d'armes censés préparer la libération. Faut imaginer les avions arrivant du sud, prenant cette partie du plateau dans l'axe, avec des feux qui ont été allumés pour matérialiser très exactement la zone. Ça représentait un travail énorme, parce qu'on avait quelque chose comme 780 cylindres à récupérer. Heureusement, on avait fait quand même quelques jours auparavant 70 prisonniers GMR. Alors c'est eux qui se sont appuyés le boulot. Hein. C'est eux qui ont récupéré tous les cylindres. Sur le plateau, le quotidien ressemblait à une vie de bataillon. Vous étiez où, monsieur Carré? Alors, la compagnie Joubert, section Lyotais. Le PC est voilà, le PC est ici. Donc vous voyez, ça fait quand même une bonne trotte. Moi j'étais à la compagnie Humbert. Une vie en section, des tours de garde. Sous les ordres d'officiers de l'armée secrète d'anciens chasseurs alpins, les maquisards, d'abord simples réfractaires au STO, devenaient ici des soldats prêts à défendre le drapeau français, plantés fièrement aux Glières. Il ne fallait pas que ces réfractaires baissent les bras, il fallait aussi leur donner des raisons de se réunir et d'avoir une action. Mais l'escarmouche du 26 mars sonne à la fin du maquis. Dans la soirée, son chef, le capitaine Angeau, pseudonyme Bayard, ordonne la dispersion. Le plateau est cerné par les Allemands. Dans la précipitation, les armes parachutées sont presque toutes abandonnées. J'ai rendu hommage à mes camarades. Il aurait pu avoir une résistance, mais une résistance extrêmement éphémère, rapide. Dans le fond, il a sauvé la vie à une majorité de nos amis. Il a joué pleinement, je crois, son rôle de chef. J'ai voulu faire un truc. L'annonce du départ, du retour dans les vallées, a été accueillie par tout le monde comme quelque chose d'extrêmement positif, de gai, de joyeux. Et ce qu'on était en train de faire, ça n'avait plus du tout l'allure de guerre de partisans, c'est une guerre de position. Une chasse à l'homme s'engage alors. Partout, les Allemands traquent les maquisards, capturés lors d'embuscades, puis exécutés. Notamment ici, à Morette, près de Thônes. À l'époque, Jacques Gollier était enfant, il se souvient. J'ai été réveillé par un bruit de mitraille très très fort. En fait, c'est après que j'ai appris que le groupe de 25 environ maquisards qui avaient quitté le plateau par cette direction, redescendu sur la vallée du Fier, qui remontait la vallée du Fier en direction de Manigot, s'était fait prendre à Morette dans une embuscade et ça a duré longtemps. Morette et ses 105 tombes. S'il n'y a pas eu de combat aux Glières, le plateau compte ses morts. Des jeunes hommes, la vingtaine à peine, tués par la répression de la SIPO-SD, la police nazie. Les autres s'en sont sortis au prix d'une longue errance. Nous avons attendu dans les bois que la nuit arrive pour essayer de passer par le pont de Naves. Mais nous avons reçu des sommations par les Allemands, donc nous avons pris les jambes à notre cou et nous sommes remontés dans les bois, passer la nuit. Et le lendemain, quand nous sommes arrivés au bord du Fier, impossible de traverser, le courant était trop fort et nous emmenait. Donc finalement on a cherché, en se baladant le long de la rive, et on a trouvé un câble qui sert pour le bois, le foin. Donc on s'est tenu à ce câble, on a traversé. Vivre libre ou mourir. Même sans grande bataille, les maquisards sont allés au bout de leur devise avec leurs maigres moyens. C'est cette détermination qui, dès le départ,
a été érigé en véritable symbole. On n'avait pas fait Stalingrad ni Verdun. Hein. Oui. On était des combattants, c'est tout ça. On affirme pour la première fois qu'il y a en France des gens qui ont pris les armes et qui tiennent tête à Vichy et aux Allemands. Il y a des actes symboliques qui sont plus importants que des victoires militaires. Sur l'essentiel, Nontglières n'est pas une légende, ça a été une réalité qui prend une dimension symbolique et qui a été peut-être plus importante que tout le reste. Il n'y a pas de civilisation qui ne se fonde pas sur des mythes. C'est-à-dire quelque chose qui prend ses racines dans des faits sans aucun doute historiques, mais qui est magnifié et qui est interprété de telle sorte que ça puisse inspirer. Au fil des années, la force du symbole a donc pris le pas sur la stricte vérité historique. Les rescapés n'ont jamais contesté, beaucoup voulaient passer à autre chose. Mais les littérateurs, puis les politiques, ont peu à peu forgé le mythe des Glières. C'est assez difficile d'aller contre le mythe parce que le mythe s'appuie sur des choses vraies, parce qu'il y a toujours quelque chose de vrai dans le mythe, et aussi parce qu'il correspond à un besoin qui est normal d'une société et de ceux qui parlent en son nom, c'est-à-dire les dirigeants, les hommes politiques, les élus, de s'appuyer sur cette part héroïque pour bâtir un récit susceptible de faciliter tout simplement la vie en société telle qu'elle est. Les Glières seraient donc d'abord un récit fondateur, dans une France d'après-guerre divisée. Beaucoup voient aujourd'hui dans l'histoire du maquis l'affirmation d'une révolte collective, une révolte courageuse. Car en Haute-Savoie comme ailleurs, seuls 10% des réfractaires au STO ont pris les armes, au nom de leur liberté, et sans doute de la nôtre.